Les 1% les plus riches de la planète possèdent 2 fois plus que les richesses cumulées de 6,9 milliards de personnes. Ce qui est incroyable. This is a story about money. Money, money. There is more money than ever before. Money, money. I just can't get enough. Le capitalisme crée automatiquement des niveaux d'inégalité qui ne sont pas durables. Le problème, c'est que ça a été trop loin. La première fois de l'histoire où les enfants seront plus pauvres que leurs parents. Je suis pour le contrôle du capital qui soit plus démocratique et qui nous permette enfin de nous projeter dans le XXIe siècle. Un monde inégalitaire. Aujourd'hui, ça, ce sont les statistiques de l'Oxfam. Près de la moitié de la population mondiale vit avec moins de 5,5 $ par jour. Environ 735 millions vivent dans l'extrême pauvreté. Pour chaque dollar de recettes fiscales, seulement 4 centimes proviennent des impôts sur la fortune. C'est-à-dire que le gros des contribuables, ce n'est pas les plus riches. Les 22 hommes les plus fortunés au monde possèdent plus que l'ensemble de la population féminine d'Afrique. Les très grandes fortunes se déroberaient à leur responsabilité fiscale à hauteur de 30% et chaque jour, 10 000 personnes meurent parce qu'elles n'ont pas accès à des soins de santé abordables. Ça n'a pas fait la une des journaux tout ça, mais c'est la triste réalité. Et donc les propositions de l'Oxfam, c'est quoi? C'est de dire un monde plus juste est possible. Le fossé croissant qui se crée entre les riches et les pauvres sape la lutte contre la pauvreté, nuit à nos économies, fragmente nos sociétés. Les inégalités ne sont pas une fatalité, mais le résultat de choix politiques. Hyper important ce qu'ils disent. C'est le résultat de choix politiques. Les gouvernements du monde entier doivent agir, maintenant ça me plaît bien, agir, afin de construire une nouvelle économie centrée sur l'humain, qui valorise ce qui est réellement important pour la société, plutôt que d'alimenter une course sans fin au profit. Une économie qui valorise le travail de soins des femmes et des filles plutôt que la fortune des milliardaires. Une économie en faveur de toutes et tous, et non seulement de quelques privilégiés. Joignez-vous à notre combat, blablabli, blablabla. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu commencer par ça, par les inégalités. Est-ce qu'elles sont encore tolérables en 2020? À votre avis, question que j'ai envie de vous poser, est-ce que les inégalités sont encore tolérables en 2020? Tout à fait utopique, mais on va y revenir. Je vais y revenir dessus. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Les bisounours, c'est le récit de demain. Tammy, t'es intelligent, t'es un bonhomme, merci. Bon, 25 000 morts de faim par jour, source Worldometer, merci Franck. Je vois trop d'inégalités, c'est pas possible, super secours. Oui, parfait. Est-ce que vous kiffez ou pas les amis déjà? Est-ce que vous kiffez ce cours en live? Vous êtes 4200. Donc, je vais commencer par les inégalités parce que pour moi, c'est vraiment fondamental et ça va nous permettre effectivement de comprendre également le capitalisme, le socialisme. Je vais revenir sur toutes ces dimensions, l'économie sur les 2 derniers siècles, son évolution, etc., etc., etc. Donc, je vais tout d'abord commencer par Thomas Piketty. Thomas Piketty, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un économiste français qui a eu un succès phénoménal avec son bouquin qui a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Ironie du sort, un bouquin sur les inégalités qui lui a permis de devenir multimillionnaire. Mais ce livre, il a eu un succès phénoménal et pour lui, ce serait au prix d'un accroissement insupportable des inégalités. Nous sommes en train de revenir au 19e siècle et c'est insupportable. Donc, je vais tout d'abord revenir sur cette question. Pourquoi les gens rejettent aussi fortement les inégalités? J'ai envie de vous poser la question. Dites-moi, pourquoi les inégalités, on les rejette aussi fortement? Est-ce que vous rejetez également les inégalités? Tammy, quoi de neuf? Yes, yes, yes. Est-ce que vous rejetez les inégalités? Pourquoi les gens rejettent les inégalités? J'ai envie d'avoir votre point de vue. Jalousie, la morale, l'égoïsme.
l'humanisme des gens, parce qu'on est du mauvais côté, sentiment d'injustice, excellent. Voilà, jalousie, j'ai vu beaucoup de jalousie, hypocrisie et bien évidemment l'égoïsme. Alors, je me suis basé sur le bouquin de Nassim Taleb, Skin in the Game. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Donc, skin, c'est de la peau, dans le jeu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire l'implication. En termes concrets, en anglais, ça veut dire je mets ma peau dans le jeu, ça veut dire que je me mouille. Hein. Et donc, selon Nassim Taleb, il a fait un constat très intéressant. La société aime les stars richissimes et déteste les riches traditionnels. Alors, c'est qui les stars richissimes? Les joueurs de foot, les chefs cuisiniers, les entrepreneurs, les chanteurs célèbres. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous aimez les grands joueurs de foot, les entrepreneurs célèbres, les chefs cuisiniers, les chanteurs? Est-ce que vous les jalousez, ces gens-là? Je pense que c'est une super bonne question. Est-ce que vous les jalousez? Les nouveaux riches? Neymar? Non. Voilà, c'est intéressant. La seconde s'applique aux riches, banquiers, PDG, fonctionnaires et les héritiers. Et alors, ces deux groupes, on est bien d'accord, gagnent plus d'argent que la majorité des gens. Mais il se trouve que nous ne reprochons qu'à un seul de ces groupes cette différence. C'est-à-dire que quand il s'agit de chanteurs, de joueurs de foot, d'entrepreneurs célèbres, on a tendance à accepter leur niveau de richesse disproportionné. Neymar, on le kiffe. Mbappé, tout le monde veut un autographe. Il n'y a personne qui va lui dire « salaud » de temps en temps. Les gars de l'OM, on est d'accord. Mais les gens vont adorer Neymar, on est d'accord. Vont adorer Mbappé, vont adorer Zidane. Alors que ce sont des multimillionnaires, on est d'accord. Les gars, ils sont super riches. Elon Musk, les gens, ils le kiffent. Brad Pitt, les gens, ils le kiffent. On est d'accord? L'immense majorité. Il y en a quelques-uns qui disent non. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mais l'immense majorité aime les stars. Oui ou oui? Voilà, il y a besoin d'appartenance. Zidane, oui, pour leur réussite. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous aimez ces gens-là? Pourquoi est-ce que vous les appréciez alors qu'ils sont très riches? Pogba, pourquoi vous les appréciez? Pour le divertissement, l'identification, ils nous procurent du plaisir. Pour leur réussite, c'est ça la question. C'est pourquoi on accepte que certaines personnes soient riches, mais il y a d'autres qui ne le méritent pas. Et en fait, il y a Taleb dans son bouquin, donc ça se résume à ça, Skin in the Game, c'est quoi? C'est que finalement, les stars, elles se sont mouillées pour réussir. Elles ont pris des risques. Et il y a peu de gens qui arrivent à leur niveau, très peu de gens. Mais un gars qui n'a rien fait pour le mériter, ce n'est pas la même chose. Et il y a Michèle Lamont, l'auteur de La dignité des ouvriers, elle a interviewé des cols bleus, c'est-à-dire des ouvriers. Et elle a constaté que ces ouvriers détestaient les cadres hautement rémunérés, comme les PDG, les bureaucrates. Mais par contre, ces mêmes ouvriers, ils n'avaient aucun ressentiment à l'égard des célébrités et des entrepreneurs. Extrêmement intéressant. Et donc les Américains de la classe ouvrière considèrent généralement les entrepreneurs et les célébrités comme des personnes inspirantes, ce que vous m'avez répondu. On suppose qu'ils ont pris de gros risques pour arriver là où ils en sont, contrairement aux riches classiques et aux héritiers. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe? Soit ils étaient pauvres, soit ils ont mérité leur richesse. La notion du mérite. On est d'accord ou pas? Les self-made men, ils ont galéré pour en arriver là. D'accord? Donc les gens ne sont pas contre les inégalités. Parce que, regardez, moi je suis pas aussi riche que certaines personnes que j'ai citées, mais je m'en suis sorti. Mais pourquoi? Alors bien sûr que j'aurai des gens qui ne vont pas m'aimer, c'est normal. Mais il y a beaucoup de gens qui m'apprécient. Parce qu'ils s'en fichent que voilà, je suis plus riche, etc. Ils se disent juste, Tammy, il a galéré, il a souffert, mais il a travaillé dur pour en arriver là. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Donc c'est un peu le principe du mérite. C'est tu mérites ta réussite.
C'est pas t'as rien fait, t'as pas bossé et ça tombe dessus parce que tes parents ils sont riches et finalement t'as tout ce que tu veux alors que t'as rien fait pour le mériter. On est d'accord? Et donc c'est tout à fait logique. Les gens réfléchissent intelligemment. D'accord? Et donc, prenons le cas d'Elon Musk. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Elon Musk, il a frôlé la faillite en 2008. Et dans l'émission 60 minutes, il va même dire « c'était la pire année de ma vie ». Et donc cette année, tout son argent, il l'a dilapidé. Et il était sur le point de faire faillite. Et à la fin, il a eu la chance de gagner. Voilà, il dit le 23 décembre, la NASA a appelé Elon Musk et lui a dit « vous avez remporté un contrat de 1,5 milliard de dollars ». Et Musk a dit « je ne pouvais même plus tenir le téléphone, j'ai juste dit « je vous aime les gars ». Parce que là, il a dit « voilà, je n'avais plus d'argent ». Un 4e échec aurait été absolument terminé. Skin in the game. Il s'est impliqué, il mérite son succès. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Il mérite son succès. Et donc en fait les gens, quand ils refusent les inégalités, ils ne refusent pas forcément les gens qui ont réalisé des success stories et qui ont bossé dur pour y arriver. Non, ils sont contre finalement l'injustice. Ça, dans le fond, toutes les sociétés, elles ont besoin de justice. Il n'y a pas de société où on peut juste dire bon, bah, c'est comme ça, les élites dominent, les autres sont dominés. Donc là, on est dans une société de l'injustice. On est dans une société où on n'a pas construit de normes de justice éducative qui soient satisfaisantes. On est d'accord? Ils sont contre le sentiment d'injustice. Des personnes qui gagnent énormément d'argent, mais qui ne méritent pas de le gagner. Yes or yes? Et ça, c'est Drake, vous le connaissez? Et Drake, il y a cette chanson, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est « Started from the bottom, now I'm here ». Bon, et cette chanson, elle est sympa parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit « j'ai commencé, j'étais tout en bas et aujourd'hui on est des stars » et il est avec sa Bentley. Et les gens, ils ne le détestent pas. Pourquoi? Parce qu'il a mérité sa réussite. Il a dit « j'ai commencé du plus bas au plus bas niveau, j'étais dans un supermarché, je ne gagnais pas ma vie et là, je suis devenu voilà, une star ». D'accord? C'est ça MDR. Et alors, Trump, pourquoi Trump est populaire? Pourquoi Trump est populaire alors que c'est un milliardaire qui est arrogant, il a une chevelure bizarre, il parle bizarrement, mais pourquoi il est populaire? Eh bien, c'est le même principe qui explique sa popularité. C'est-à-dire que beaucoup de gens, il y a pas mal d'experts politiques qui ont tapé sur Donald Trump et ils pensaient que le fait qu'il montre sa richesse, le fait qu'il ait perdu de l'argent dans le passé, bah, ça allait faire fuir les électeurs de la classe ouvrière. Et en fait, c'est le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire que la classe ouvrière américaine a vu dans sa richesse la preuve de son succès en tant qu'entrepreneur. Et ils se sont dit, ce mec-là, on en a marre des politiciens qui font de la politique, comme Hillary Clinton, des gens qui ont fait toute leur vie de la politique. On veut d'un mec, lui, qui n'a jamais fait de politique, mais il s'est enrichi, il a gagné, il a perdu, mais il a fait ses preuves. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, alors attention, il y a des gens qui me disent « Tu aimes bien Trump ?» Non, je ne fais pas de politique, c'est pas mon pote Trump. Mais est-ce que vous comprenez le principe? C'est que pour les gens, le fait qu'ils soient milliardaires, ça ne les dérange pas. Le fait qu'il soit milliardaire, ça ne les dérange pas. Il a fait ses preuves, il s'est mouillé. D'accord? Et ses faillites sont la preuve qu'il avait la peau dure, qu'il a risqué, qu'il a pris des risques pour réussir. Donc, Thomas Piketty, qu'est-ce qu'il nous explique? Il explique qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus inégalitaire. Et il dit aujourd'hui, les gosses de riches peuvent passer une année sabbatique de stage, ministère, ils profitent du réseau de papa-maman, etc. Alors que les enfants de la classe populaire, ils transpirent dans leur uniforme de serveur et que pour lui, ce n'est pas un accident, c'est le système qui fonctionne. Et il a dit aujourd'hui, les riches n'ont jamais été aussi riches qu'auparavant. Et donc l'argument de Thomas Piketty, il est extrêmement important parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses. Si les Gilets jaunes ont eu ce succès, c'est parce qu'ils étaient contre le phénomène des inégalités. Est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ce n'est pas les inégalités qui posent problème, c'est injuste.
Et on l'a vu, regardez les politiciens, ils profitent, ils ont des belles voitures. Il y avait le ministre, il faisait des dîners avec du homard. Vous vous en rappelez de ce ministre? J'ai oublié son nom. Mais genre, c'était Versailles, quoi. Et le gars, c'était sur le dos du contribuable. Et donc, c'est pas en lui-même, c'est pas le fait que tu gagnes, c'est l'injustice. L'injustice, c'est pas les inégalités qui posent problème, c'est l'injustice qui pose problème. Et donc, le fait que les gosses de riches puissent aujourd'hui faire ce qu'ils veulent, eh ben, c'est le signe que le système fonctionne normalement. Et donc, pour Piketty, dans une situation où la croissance est faible, comme c'est le cas aujourd'hui, le rendement financier est élevé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé durant les 10 dernières années? Parce que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Qu'est-ce qui s'est passé durant les 10 dernières années? La bourse a été multipliée par 4, 5. D'accord? Les riches sont devenus bien, bien, bien plus riches qu'avant. Et les pauvres se sont appauvris et les classes moyennes se sont appauvrées. L'an passé, la fortune des milliardaires a même augmenté de 12%, soit 2,2 milliards d'euros en plus par jour. Alors que la pauvreté s'est aggravée un peu partout sur la planète, et en particulier en Afrique subsaharienne. Donc entre 2009 et 2020, les inégalités, elles ont explosé. Mais elles ont explosé pas parce que les gens ils ont bossé dur ou ils ont fait... Non, ce sont souvent des gens qui héritent d'un patrimoine et qui sont enrichis parce que le patrimoine s'est apprécié. Vous voyez ce que je veux dire? Et auquel cas, cette richesse n'a rien à voir avec le mérite. Et Piketty il le dit dans une situation où la croissance est faible, vous voyez, la croissance est faible, et le rendement financier est élevé parce que la bourse a tout explosé. Eh bien, la richesse héritée dominera largement la richesse accumulée grâce au travail de toute une vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe? Et encore une fois, c'est ce qui explique le ras-le-bol des gens. Il faut le comprendre, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, pour Piketty, la richesse va se concentrer à des niveaux incompatibles avec la démocratie, sans parler de la justice sociale. C'est-à-dire qu'on arrive à un stade où il y a quelques familles, on parlait de l'oligarchie, d'accord? Eh bien c'est ça, c'est quelques familles qui, parce que les circonstances, ce n'est pas manipulé, ou c'est juste les circonstances. La situation fait que ces gens-là sont enrichis de manière incroyable et que la politique économique menée aujourd'hui est inefficace, d'accord? Et qu'il va falloir repenser tout ça. Et pourquoi est-ce que le travail de Piketty est important? Pourquoi ce travail est aussi important? Parce qu'on a cette courbe de Kuznets. C'est ce que vous connaissez? Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont fait des études d'économie, qui ont entendu parler de la courbe de Kuznets? Simon Kuznets, qui est prix Nobel d'économie. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Voilà, ils profitent, etc. Eh bien, avant, qu'est-ce qu'on disait? On disait en fait, les inégalités, c'est normal en début de développement. Par exemple, ça c'était la France du 19e siècle, d'accord? Donc on commence à se développer, on commence à construire, on commence à avoir des usines, etc. Et donc on est dans un stade où les inégalités augmentent, c'est-à-dire qu'on a des gens qui deviennent très très riches, les industriels, les entrepreneurs, les banquiers, d'accord? Ils s'enrichissent. Les ouvriers, ils ne s'enrichissent pas, hein? Mais on a une catégorie de la population qui devient très riche. D'accord? Et d'ailleurs, ça donne lieu à des manifestations, à des grèves, à des soulèvements, etc. Et puis, on a une situation où on atteint finalement le top, d'accord, des inégalités, et puis on revient vers une société plus égalitaire. Ce qu'on a eu après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, ce qu'on a eu après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que les inégalités se sont réduites. On a eu une classe moyenne. Cette classe moyenne, ces enfants ont pu aller à l'école, ont pu ensuite participer au développement et profiter finalement de la croissance de l'économie, etc. Et c'est ce que l'on appelle l'ascenseur social et participer également à ce système de méritocratie.
Aujourd'hui, toujours selon Piketty, c'est la première fois de l'histoire où les enfants seront plus pauvres que leurs parents. C'est la première fois dans l'histoire depuis la Deuxième Guerre mondiale où les enfants seront plus pauvres que leurs parents. Généralement, les enfants, ils ont une meilleure situation que leurs parents. Aujourd'hui, ce sera l'inverse. Vous voyez le truc? Il n'y a plus d'ascenseur social. Et donc, on voit une situation où les riches, grâce à leur capital, et c'est ce que j'ai un peu développé dans Agir, c'est-à-dire que finalement, il y a les gens qui agissent et les gens qui subissent. Tu es salarié, tu n'investis pas, tu ne prends pas d'action, tu vas galérer, tu vas morfler toute ta vie. Si tu comprends qu'à un certain moment, il faut te bouger, que ce n'est pas l'État qui va t'aider et que tu dois justement devenir un investisseur stratège et millionnaire, bah, tu prends les bonnes décisions. Et donc l'idée, elle est là, c'est qu'on pensait que le sujet des inégalités, c'était fini. C'est-à-dire qu'avec cette courbe de Kuznets, tous les économistes, et lui, il a eu un prix Nobel, tous les économistes ont dit les inégalités, c'est bon. On sait comment ça se passe. Par exemple, en Chine, vous avez vu en Chine comment ça s'est passé. On a eu énormément d'inégalités et là maintenant, on a pas mal de classes moyennes qui s'enrichissent en Chine. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les classes moyennes en Europe et aux États-Unis, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles font les classes moyennes en Europe et aux États-Unis? Est-ce qu'elles s'enrichissent ou est-ce qu'elles s'appauvrissent? Elles s'enrichissent, elles s'appauvrissent. En Europe, près de 84 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté européen, soit 16,9% de la population. En tête des pays européens où sévit la pauvreté, on trouve la Grèce, suivie de l'Espagne, de l'Italie et du Portugal. En France, on dénombre en 2015 8,8 millions de personnes pauvres. Le Danemark, la Norvège et les Pays-Bas font eux figure de bons élèves, si l'on peut s'exprimer ainsi. De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis se hissent au premier rang des pays riches en termes de pauvreté, avec plus de 24% de pauvres en 2011, soit 75 millions de personnes. Elles s'appauvrissent. Et donc, on est dans une situation où finalement les classes moyennes et les classes défavorisées, d'accord, perdent de la vitesse. Et donc cette courbe de Kuznets, elle avait été acceptée par la plupart des économistes. On disait que normalement on a une hausse des inégalités et ensuite ça diminue. Aujourd'hui, on est dans une situation où il y a une hausse des inégalités et ça va continuer. Il n'y aura pas de baisse des inégalités. Vous imaginez? Hormis révolution, changement mondial, changement de l'ordre, tout ce que vous voulez, ou alors agir. Ou alors agir. Mais les inégalités vont continuer d'augmenter. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Et c'est pourquoi son bouquin a eu un énorme succès. C'est-à-dire qu'en fait, son point, c'est de dire les inégalités vont continuer. C'est pour ça qu'il a vendu plusieurs millions de bouquins. Bien sûr, j'exagère à peine, mais bravo, c'est son constat. Son constat, c'est OK, Kuznets, il a dit ça, moi je dis ça. Voilà, mais bravo, il a gagné des millions, mais il les mérite parce que c'est un gros travail de recherche. Ça lui a demandé, je pense, 15 ans de travail. Donc pourquoi ce bouquin, justement, il a eu un tel succès, il a dérangé de nombreux économistes? La thèse de Kuznets que je viens de développer, elle est fausse. Le capitalisme, il a commencé par des inégalités élevées, c'est-à-dire qu'on a eu une hausse des inégalités. Elles ont diminué au XXe siècle, comme vous le savez, et au XXIe siècle, elles sont reparties à la hausse. Et on a aujourd'hui des niveaux d'inégalité aberrants dans le monde entier. Et donc, pour Piketty, le capitalisme crée automatiquement des niveaux d'inégalité qui ne sont pas durables. Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat de Piketty ou pas? Et j'ai pas mal de choses, attention, hein, c'est pas fini. Hein. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec le constat de Piketty sur le fait que finalement le capitalisme crée ces inégalités et que ces inégalités ne font qu'augmenter? C'est logique, c'est cohérent et c'est prouvé. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Piketty, il a eu recours à un travail d'historien. Et il s'est basé sur le travail de Jane Austen et Honoré de Balzac. Je ne sais pas si vous avez lu les bouquins d'Honoré de Balzac, notamment un bouquin que je vous recommande, Le Père Goriot. Ce bouquin, il est génial. Et il montre finalement ces mariages d'arrangement, c'est-à-dire se marier pour avoir une situation acceptable. Et donc, il va se servir de ces deux auteurs pour illustrer comment au XIXe siècle,
il était logique de dédaigner le travail en faveur des mariages arrangés. Et ça réduit à néant le mythe central du capitalisme et sa justification morale, c'est-à-dire que la richesse, elle est générée par l'effort, l'ingéniosité, le travail, l'investissement judicieux, la prise de risque. Alors moi, je vais dire à Piketty, il va un peu loin parce que moi, j'ai commencé de zéro, mais beaucoup de gens, finalement, deviennent riches ou le sont et deviennent encore plus riches alors qu'ils n'ont pas fait grand-chose pour le mériter. Et pour lui, on est en train de revenir au 19e siècle. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut taxer les plus riches? Eh bien, la réponse de Piketty, c'est oui. Il faut obligatoirement imposer les plus riches lourdement et notamment les gros patrimoines. Et il faut limiter le pouvoir des actionnaires dans par la promotion de la cogestion. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui, mais bon, ça c'est autre chose. Il est favorable à un impôt confiscatoire au niveau mondial sur les richesses héritées. Je ne suis pas trop contre, d'accord? C'est-à-dire, il dit, alors, taxe de 80% sur les revenus supérieurs à 500 000 $ par an aux États-Unis, assurant à ses lecteurs qu'il n'y aurait ni fuite des cadres supérieurs vers le Canada, ni ralentissement de la croissance, puisque le résultat serait simplement de supprimer ces revenus. Il définit deux catégories de base, la richesse et le revenu. La richesse, c'est le patrimoine, d'accord, les actifs, comme on dit, et le revenu, c'est-à-dire le salaire. Et il dit la longue période d'égalité croissante au milieu du XXe siècle a été un coup de chance. Mais une répétition de l'ère keynésienne est peu probable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail est trop faible, l'innovation technologique trop lente, la puissance mondiale du capital trop grande. Et donc, pour lui, la seule manière de s'en sortir, c'est de taxer à 80% les revenus supérieurs à 500 000 $ par an aux États-Unis. La logique politique, elle est claire. C'est-à-dire que pour lui, pendant une grande partie du XXe siècle, la redistribution s'est faite par le biais de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'une personne, elle travaille, elle va payer un impôt qui va être plus ou moins important selon son salaire. Plus tu gagnes, plus tu payes d'impôts. D'accord ? Et pour lui, au XXIe siècle, tout parti qui devrait redistribuer, qui veut redistribuer, devrait confisquer la richesse, pas seulement le revenu. Et donc pour lui, la solution, c'est un impôt de 15% sur le capital, un impôt de 80% sur les hauts revenus, la transparence imposée pour toutes les transactions bancaires et l'utilisation manifeste de l'inflation pour redistribuer la richesse vers le bas. Sauf que le problème, c'est qu'on a voulu relancer l'inflation et ça n'a pas marché. Alors ce qui est intéressant, c'est que les milliardaires américains, ils ne sont pas contre. Et ça, c'est intéressant, ça vous montre encore une fois que finalement, ce qu'il dit, ça choque personne et même les milliardaires, ils disent on veut être taxé davantage. Les ultra-riches se mobilisent pour réduire les inégalités. Ils sont plus d'une centaine à avoir signé une lettre ouverte publiée au forum de Davos. Ils appellent leurs alter-ego à payer plus d'impôts. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la révolution des grandes fortunes? George Soros, alors, il y a des personnes qui ne l'aiment pas. Le cofondateur de Facebook, Chris Hughes, ils ont signé une lettre ouverte dans laquelle il disait les 0,1% d'Américains les plus favorisés, on est prêt à payer plus d'impôts. D'accord? Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ces Américains les plus riches, ils payent 3,2% d'impôts contre une moyenne de 7,2% pour les 99%. C'est-à-dire que les Américains les plus riches payent beaucoup moins d'impôts que les 99%. C'est intéressant, hein? Pourquoi? Optimisation fiscale, etc., etc., etc. Et donc, ils sont prêts à le faire. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est finalement, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est une bonne chose? Et est-ce que finalement, voilà, tout ce que dit Piketty est bon? Je vous pose la question. J'ai envie de voir un peu vos remarques. Est-ce que vous considérez que finalement, ce qu'a dit Piketty, c'est cohérent, c'est intéressant? Est-ce qu'il faut le mettre en application? J'ai envie de voir un peu vos remarques. Alors, je vois n'importe quoi. Non, la redistribution, le problème, il est fou. Non, trop tôt. Franchement, je reste mitigé. Il y a du non, non. Communiste. Voilà, intéressant vos remarques. Et justement, je vais vous dire, son constat est excellent.
Est-ce que vous avez kiffé son constat et voilà, bon, je vous ai simplifié, mais est-ce que vous avez kiffé déjà cette première analyse? Est-ce que ça vous a appris des choses? Est-ce que vous avez vu un peu finalement ce qui pose vraiment problème aujourd'hui? Au-delà de l'oligarchie, tout ça, on est capable de l'expliquer. C'est intéressant? Ça vous a plu? Alors, mettez-moi un max de likes. Mettez-moi un max de likes. Donc, qu'en pensent les économistes? Donc, beaucoup d'économistes ont réagi. Et en fait, il y a des économistes qui ont dit le monde d'aujourd'hui n'a jamais été plus égal, n'a jamais été aussi riche, on n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Et en fait, plusieurs économistes, je vais vous en parler juste après, mais qui disent, voilà, on pourrait conclure que le monde n'a jamais été aussi inégal depuis l'époque des nobles et des rois voleurs. Et c'est vrai que quand on le lit, on se dit, waouh, c'est vraiment catastrophique. Mais en fait, le monde n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que les inégalités sont moins acceptées qu'auparavant. Pourquoi? Parce qu'il y a Instagram, il y a les réseaux sociaux, on est dans une société de la consommation, on est dans une société de l'apparence. Et donc, les gens refusent les inégalités. Et on est également dans un monde où il y a une conscience collective. Et on n'accepte pas l'injustice. Donc, ce dont on a parlé un petit peu précédemment. Et donc, le monde n'a jamais été aussi riche, mais au niveau des pays, il n'a jamais été aussi inégalitaire. Il n'a jamais été aussi riche au niveau mondial, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que des pays comme la Chine, des pays asiatiques, des pays européens se sont enrichis, pas tous les pays, et le monde s'est enrichi, mais il y a eu également des inégalités. Alors, je me suis basé tout d'abord sur le point de vue de Rogoff. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un économiste, professeur à Harvard, excellent économiste. Et Kenneth Rogoff, il dit la chose suivante: la justice sociale ne suppose ni l'abaissement des riches, ni la remise en question de la propriété, mais l'égalité des chances et la reconnaissance du mérite. Et c'est ce sur quoi on s'est focalisé au départ. C'est-à-dire que les gens, ça ne les dérange pas que des footballeurs gagnent énormément d'argent, parce qu'ils savent que très peu de gens vont atteindre ce niveau. Mais que si, et là je vais vous expliquer un peu le principe, parce que je pense que c'est important. En fait, on sait bien qu'il y a une entreprise sur 10 qui réussit. 10% des startups, 90% font faillite. Donc, pour qu'on ait des entreprises qui réussissent, il faut que plusieurs entreprises échouent. Mais si, alors par exemple, tu as 100 entreprises et il y en a une qui va vraiment cartonner, d'accord? Si sur les 100 entreprises qui cartonnent, tu leur dis au final, tu vas galérer, tu vas souffrir, tu vas bosser dur, mais à la fin, on va te prendre tout ton argent. Est-ce que ça va vous motiver à bosser? Je vous pose la question. Est-ce que ça va vous motiver à bosser? Il a tout à fait raison, le monsieur à lunettes. Merci infiniment. Merci. On est d'accord que non. Donc, en fait, il ne faut pas oublier une chose. Ce qui permet aux gens de bosser dur, c'est de se dire, derrière, j'ai une récompense. Derrière, il y a le mérite. Derrière, le fait de travailler dur, je ne suis pas sûr de réussir. Mais si je fais partie des gens qui réussissent, je serai à l'aise. Mais si les gens qui réussissent, on leur tape dessus, il parlait de Rogoff, si les gens qui réussissent, on leur tape dessus, est-ce que ça va vous donner envie de prendre des risques, de risquer votre argent, d'investir, de travailler dur, de faire des nuits blanches? Est-ce que ça va vous donner envie? La réponse est non. Et donc, Rogoff, il insiste sur la reconnaissance du mérite. Et donc, c'est la destruction systématique de ce que les économistes appellent les rentes. Donc, ni la remise en cause, mais l'égalité des chances et la reconnaissance du mérite. C'est-à-dire la destruction systématique des rentes. Et en fait, c'est quoi les rentes? C'est-à-dire des gens qui gagnent leur argent sans le mériter, parce qu'ils en ont hérité. Ou alors des fonctionnaires, ou alors des hommes politiques, qui finalement vont profiter d'une situation, mais ils n'ont pas fait grand-chose pour la mériter. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont prendre des risques, qui vont se mouiller pour réussir.
Et Rousseau également le pensait d'une certaine façon quand il écrivait « Celui qui mange dans l'oisiveté ce qu'il n'a pas gagné, lui-même le vole. Et un rentier que l'État paye pour ne rien faire ne dit faire guère à mes yeux d'un brigand qui vit aux dépens des passants. » Est-ce qu'on est d'accord ou pas sur le principe? Donc le problème social ne vient pas de la propriété, mais des rentes. Et c'est ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire est-ce que tu mérites ta réussite ou pas? Et les économistes le savent, le meilleur outil pour le combattre, ça reste la concurrence. C'est-à-dire que le système de Piketty, il est utopiste, mais il est également désincitatif. C'est-à-dire si tu dis aux gens, si tu réussis, on va te taxer et on va te taper dessus, tu n'auras plus envie de réussir. Tu n'auras plus envie de réussir. Alors il y a quelqu'un qui me dit l'immobilier c'est les rentes. Non, si tu prends des risques, etc., et si derrière, effectivement, tu n'es pas sûr de gagner, ce n'est pas une rente. Une rente, c'est une situation où finalement, tu prends quasiment aucun risque. Ce n'est même pas ton argent, c'est l'argent de tes parents, etc. Donc, tu n'as pas de mérite à le gagner. D'accord? Quelqu'un qui commence de zéro, qui prend des risques, etc., qui se développe, il a le mérite. Donc, la concurrence, c'est ça ce qui va permettre de combattre les rentes et c'est ce qui va permettre aux gens de donner le meilleur d'eux-mêmes. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, le système capitaliste, il a des défauts, mais il a également des avantages. C'est-à-dire qu'il va permettre aux gens de tirer le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, Angus Deaton, je ne sais pas si vous le connaissez, il a eu un prix Nobel d'économie en 2015. Et il a justement travaillé sur la pauvreté. Et il a résumé ses travaux dans son livre « La Grande Évasion ». Et c'est quoi la Grande Évasion? Ce n'est pas la grande évasion d'une prison, c'est la grande évasion de la pauvreté. Et il a expliqué que cette évasion, c'est la sortie de la pauvreté d'un nombre considérable et en constante augmentation d'êtres humains grâce à la croissance économique due à l'économie de marché. C'est-à-dire ce système que Piketty critique, et il explique à juste titre que les inégalités augmentent, c'est ce système qui a permis à de nombreux pays de sortir de la pauvreté. Même si tout n'est pas parfait, le capitalisme a fait preuve d'une réelle efficacité pour sortir le monde de la pauvreté. Et selon Deaton, il n'y a jamais eu meilleur moment pour être en vie. Et on voit le contraste entre la vision triste, sombre, pessimiste de Piketty et la vision positive de Deaton. C'est un monsieur sympathique. Et il explique la chose suivante. Il dit, durant les dernières années du XVIIIe siècle, l'espérance de vie des hommes était d'environ 35 ans. Plus de 400 000 personnes sont mortes en Europe de la variole, une maladie dont nous n'avons plus à nous soucier aujourd'hui. L'humanité a énormément progressé grâce aux découvertes scientifiques, aux idées politiques, aux nouvelles technologies, mais tous les pays n'ont pas profité de la même manière, essentiellement les pays riches et les pays pauvres. Et certains pays pauvres qui, effectivement, n'ont pas profité de cette croissance. Et il dit les changements sociaux, politiques, économiques et scientifiques ont rapidement réduit la mortalité au cours des 250 dernières années. Au XXe siècle, l'espérance de vie a augmenté d'environ 30 ans dans des pays riches comme le Royaume-Uni. La principale raison, c'est la diminution de la mortalité infantile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu une amélioration des soins de santé, prévention des maladies, qui ont ramené la mortalité infantile à seulement 0,5%. Et il y a quelques siècles, près d'un tiers des enfants n'auraient pas atteint l'âge de 5 ans. Donc on a eu des progrès considérables. Donc le problème de l'analyse de Piketty, c'est finalement de considérer que tout est négatif. Et encore une fois, les inégalités ne sont pas forcément mauvaises si elles sont justes. Et on l'a vu précédemment, même les milliardaires sont prêts à payer, à mettre la main dans leur poche et à verser. Mais ils sont prêts à le faire et ils sont même prêts à le faire volontairement. Alors là, c'est intéressant, c'est la Chine. La Chine, jusqu'aux années 90, regardez sa richesse. C'était un pays qui n'était pas riche du tout. C'était un pays d'ailleurs qui a eu des millions de morts à cause de maladies, de famines, etc. Et regardez la croissance de la Chine à partir des années 90, qui ensuite a explosé à la hausse et aujourd'hui c'est la deuxième puissance économique de la planète. Alors, la Chine, et
certains disent la première. La Chine passe d'une situation de pauvreté absolue à la richesse, avec l'introduction du marché dans l'économie. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait, la pollution, l'environnement, etc. Et tout ça, je vais le développer par la suite. Attention, je ne dis pas que tout est parfait. Maintenant, on en revient à ce système. Est-ce que c'est un bon système ou pas? C'est un système qui, pour moi, a fait ses preuves, mais n'est pas parfait. Et c'est là où nous, on va devoir revoir la copie, travailler, etc. sur tout ça. Aujourd'hui, la Chine, c'est une super puissance économique mondiale. Mais il y a très peu de gens, je ne sais même pas si parmi vous, il y a des gens qui savent que dans les années 70, la Chine, c'était un pays pauvre, rural, isolé du reste du monde. Est-ce que vous le saviez ou pas? Est-ce que vous le saviez? La Chine, c'était un pays pauvre. Yes! Est-ce que vous kiffez ou pas? Et riche globalement, mais bien sûr, Steph, mais la Chine, c'est énormément enrichi. Mais auparavant, c'était un pays bien plus pauvre. Et donc, de 1950 à 1973, le PIB chinois réel par habitant, il a augmenté d'environ 2,9% par an. À partir de 70, qu'est-ce qui s'est passé? L'économie est entrée dans stagnation. Il y a eu la mort de Mao Zedong et là, on s'est dit, OK, on va réformer l'économie chinoise et on va introduire de l'économie de marché, c'est-à-dire le capitalisme. Auparavant, l'économie chinoise était prudente, était frileuse. Et donc, il y avait des remparts autour de son économie pour la protéger contre les marchés et les interférences extérieures. C'est-à-dire qu'on avait fermé complètement l'économie, ce qui faisait que l'économie ne s'enrichissait pas. On avait peur de l'étranger, on avait peur de l'extérieur, et l'économie chinoise était finalement malade. Et dès qu'il y a eu cette décision de changer de stratégie, on a brisé ce cycle et la Chine est devenue l'une des principales puissances économiques de la planète. Donc auparavant, l'agriculture était gérée par l'État. Ça signifie quoi? Sous-productive et il y avait trop de travailleurs. Et là, on en revient encore une fois à l'économie capitaliste. C'est-à-dire que quand il y a une économie socialiste, donc une économie dans laquelle la décision est prise par le sommet va décider de tout, eh bien dans ce type d'économie, les personnes ne sont pas allouées efficacement ou les ressources ne sont pas utilisées efficacement. Rappelez-vous de la définition de l'économie, c'est la science de la rareté. On étudie la rareté. Et donc dans une économie qui est dirigée par le haut, les décisions, c'est des fonctionnaires ou des bureaucrates qui décident, OK, on va mettre telle personne dans ce champ, on va mettre telle personne dans cette usine. Mais ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas efficace. Dans une économie capitaliste, c'est des entrepreneurs qui prennent un risque, qui vont créer une entreprise, qui vont à un certain moment gagner, perdre. Et c'est là où on va se dire, OK, ça marche pas. D'accord? C'est le marché qui décide si quelque chose est efficace ou pas. Par exemple, quelqu'un, il ouvre une boulangerie et ça lui permet de gagner des dollars. Et puis, il y en a un autre qui dit, c'est sympa, il a ouvert une boulangerie, je vais faire la même chose. OK, il gagne. Puis une troisième boulangerie. Et puis le quatrième, il est dans le rouge. Et là, on sait que ça y est, ça ne marche plus. Il faut arrêter de faire des boulangeries, il faut faire autre chose. Est-ce que vous voyez le principe? Donc l'idée, elle est là, c'est que c'est le marché qui va vous donner des signaux. Ça, je vais vous l'expliquer après. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que le gouvernement chinois, il a pris la décision d'ouvrir le secteur agricole au marché privé. Et donc, il a cédé le contrôle de la production agricole à des agriculteurs privés. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Miracle! On a eu une hausse fulgurante de la productivité, la possibilité pour de nombreux travailleurs d'entrer dans des industries plus rentables, allocation efficace des ressources. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait des travailleurs que dans l'agriculture, parce qu'il fallait bien qu'ils travaillent, et parce que l'État leur disait tu es sur un champ, mais une fois qu'on a eu du privé, c'est devenu plus efficace, plus productif, et donc ça a permis de mettre de la main-d'œuvre ailleurs, dans les industries, dans les usines, etc. Et c'est ce qui a permis à la Chine de croître de manière exceptionnelle. Et donc on a ensuite ouvert plusieurs zones économiques spécialisées
riche en emploi dans tous les pays, les travailleurs ont migré en masse vers ces zones pour occuper les emplois manufacturiers dont l'économie avait besoin. Et le résultat, ça a été un miracle économique, alors un désastre écologique, mais un miracle économique. Et la Chine a bénéficié de sa population extrêmement mobile. Ça, c'est intéressant parce que on revient sur l'Europe. L'un des problèmes de l'Europe, c'est la faible mobilité de sa population. Et donc, ici, je pense que vous avez vu un peu la puissance du capitalisme avec l'exemple de la Chine. C'est-à-dire une économie qui était dirigée par l'État, qui n'était pas efficace, et une économie qui est devenue bien plus riche parce que justement, on a introduit du marché dans l'économie. Donc, James Fulcher, qui parle de capitalisme. C'est quoi le capitalisme? Donc, la principale caractéristique du capitalisme, c'est d'investir de l'argent pour gagner plus d'argent. Ça, c'est la définition de base. L'argent investi, c'est ce que l'on appelle le capital. Ceux qui utilisent cet argent, on les appelle les capitalistes. Et l'argent excédentaire, c'est le profit. D'accord? Et le capital, c'est tout ce qui peut, d'une manière ou d'une autre, être transformé en argent. Et le capitalisme, il dépend également du travail salarié. C'est-à-dire qu'on a besoin des salariés. Donc, dans une économie capitaliste, il y a le capital et il y a le travail. D'accord? Et les salariés reçoivent un salaire. Et pourquoi c'est important le salaire? Parce que le salaire, ça permet également la consommation. Est-ce que vous vous rappelez de l'exemple de Ford? Ford, il payait 3 fois plus ses salariés que les autres entreprises. Est-ce que vous le saviez, ça ou pas? Donc Ford, donc la marque de voiture, il payait ses salariés 3 fois plus que les autres entreprises. Est-ce que vous savez pourquoi? Le Fordisme. Non seulement il avait les meilleurs salariés, d'accord? Les plus productifs, bah oui, tu les payes 3 fois plus que les autres. Mais en plus, ces salariés, ils achetaient ces voitures, consommation. Donc, il était gagnant sur tous les plans. D'accord? Et ça a été un succès. Ça a été un succès. Et donc, ici, le salaire représente également de la consommation. Est-ce que vous avez des questions à me poser par rapport à cette première partie? Ensuite, je vais aborder la deuxième partie. J'ai vu une question qui est intéressante, mais je vais y répondre plus tard. Notamment avec, je vais faire une formation dessus sur les QE. Et est-ce que justement on est arrivé à la fin d'un cycle économique? Donc ça, c'est pour, je pense, la semaine prochaine. D'accord? Je vous ferai quelque chose de vraiment, vraiment génial et de bien développé. Mais est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de développer ou pas? Est-ce que vous avez kiffé déjà?